Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, vous êtes avec Rosie. La pause décoloniale, c'est une émission diffusée sur Radio Jido puis podcastée. Les femmes du pays Kanaki Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs vous parlent de décolonisation et d'émancipation. Aujourd'hui, jeudi 5 mai 2022, notre 6e édition clôt la série des volets consacrés au thème du patriarcat. Au programme de cette 6e édition, en première partie, nous écouterons la suite des interviews de Laurie Oumouni et Sarah Louépac, interrogées par Stéphanie Coulon sur les questions suivantes. La société kanak est-elle patriarcale? Si oui, comment le patriarcat se manifeste-t-il dans la société kanak? En seconde partie de l'émission, nous poursuivons notre découverte de l'auteure afro-américaine Bell Hooks dans la chronique littéraire La lecture d'Anaïs. Celle-ci nous présente Racisme et féminisme, la question de la responsabilité. C'est le titre d'un des chapitres de l'ouvrage de Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme. La société kanak est-elle patriarcale? Comment le patriarcat se manifeste-t-il dans la société kanak? Je ne vous laisse pas le plaisir du suspense en vous répondant que la société kanak est une société patriarcale. Son système social fonctionne à partir d'une transmission des droits, des pouvoirs et des responsabilités basées sur l'homme. Ce n'est pas de moi, mais c'est tiré de la charte du peuple kanak, précisément l'article 56 de la section 2, s'intitulant « Du cycle de la vie et de la personne ». Les femmes sont-elles d'accord avec cette position? Du moins, nos invités voient-elles la société kanak comme étant une société patriarcale? Dans notre 5e édition, Sarah Louépac avait défini le patriarcat comme une hiérarchisation des genres, où les hommes prennent des décisions et les femmes suivent. Tous les domaines sont concernés au sein de la cellule familiale, au sein également de la sphère publique, notamment au niveau des institutions. Les codes du patriarcat sont intégrés et sont transmis par l'éducation, si bien qu'il soit difficile de les identifier. Cette définition s'applique-t-elle à la société kanak? Écoutons l'avis de Sarah sur cette question. Pensez-vous que la société kanak soit patriarcale? Alors, c'est la question qui... C'est la question qui est au cœur de notre société finalement. Hein. Pour nous, les femmes, c'est l'enjeu majeur en fait. Parce que oui, la société kanak est patriarcale. Elle est hiérarchisée avec des règles qui installent l'homme au sommet de cette hiérarchie et qui maintient la femme en dessous. Par contre, je tiens bien à préciser que je le dis de manière très objective. Et ça, c'est des codes, comme je disais tout à l'heure, dans lesquels on est né, qu'on a intégré, et que je regarde avec beaucoup de prudence, à propos desquels je parle avec beaucoup de prudence, parce que ce sont des codes culturels qui nous sont chers, et qu'on aimerait, ça représente notre richesse, mais à la fois notre entre guillemets, je vais le dire avec beaucoup de prudence, mais notre prison en même temps. Elle est patriarcale. Les hommes prennent les décisions, les hommes ont la parole, les hommes possèdent les terres, les hommes donnent leur nom de famille, les hommes ont entre guillemets la propriété des enfants. Donc finalement, la femme, là-dedans, quand on regarde de l'extérieur, c'est beaucoup plus complexe, mais on a l'impression que elle est assez dépourvue d'indépendance, de moyens de s'assumer. Maintenant, on côtoie la société occidentale, on vit dedans lorsqu'on sort de la maison, le monde professionnel. Ça crée en nous une sorte de schizophrénie. Parce que on est deux personnes différentes quand on est au travail, quand on est à la maison. Et justement, ça crée encore plus des difficultés d'allier les deux parce que si on arrive à être quelqu'un dans le monde professionnel que je vais qualifier d'occidental, si on arrive à être quelqu'un dans ce monde professionnel, on revient à la maison, on est entre guillemets personne. Lorsqu'on vit dedans, on se rend compte que ça crée un équilibre. Malheureusement, il y a trop de situations où
où la femme, elle est victime parce que les violences conjugales, les violences intrafamiliales, où l'homme, on pardonne toujours, et la femme se retrouve avec tous ses traumas, tout ce bagage de blessures émotionnelles qu'elle va traîner et elle va prendre sur elle finalement. Et l'aide familiale, clanique, reste à être encore bien améliorée en fait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Par contre, il va falloir une réflexion en profondeur pour pouvoir conserver notre richesse culturelle et changer ce paramètre en fait. Voilà. La réflexion sur la dichotomie entre sphère privée et sphère publique, enfin pas publique mais professionnelle, elle est intéressante parce que du coup, vous avez aussi parlé d'équilibre. Est-ce que pour une femme kanak, est-ce que le monde professionnel est l'unique moyen pour la femme kanak de s'accomplir? Pour moi, je pense aujourd'hui, pour les femmes de notre génération, c'est l'un des moyens principaux de s'accomplir. On peut librement faire ce qu'on veut, sans avoir peur d'être jugé et sans avoir peur des conséquences du jugement, parce que peu importe ce que l'on dira de nous, on le fera quand même. Ce qui est complètement différent dans le monde culturel kanak. C'est-à-dire que c'est une vie en communauté et l'équilibre communautaire, il doit être maintenu. Donc, on doit éviter de déplaire. On doit éviter d'aller à l'encontre des règles établies, parce que c'est un code figé. Et malheureusement, encore, les décisions au sommet de la hiérarchie sont prises entre hommes. Mais il y a des petits changements qui sont en cours, mais voilà. La femme kanak peut s'accomplir à l'extérieur. Je pense, pour ma part, en tout cas, que j'aurais pas pu faire autrement. Les loisirs, ça peut permettre aussi de s'accomplir. Malheureusement, si on s'en tient aux strictes règles de la culture kanak, une fois qu'une femme se marie, tous les loisirs qu'on estime être du ressort des jeunes filles, c'est assez mal vu pour une femme mariée de s'y adonner. Comme quoi? Comme par exemple faire du sport de compétition, ce genre de choses. Voilà. Après, comme je dis, c'est toujours en transition. C'est un peu mieux accepté aujourd'hui, mais voilà, c'est encore très répandu. Et donc ça incite les jeunes filles à faire des études, à faire ce qu'il faut pour peut-être pas seulement des études, des formations pour s'accomplir professionnellement. Sarah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions pour l'émission, donc pour cette émission consacrée au patriarcat. Merci à vous. Sarah Louépak pense que la société kanak est patriarcale, qu'elle est hiérarchisée avec des règles qui installent l'homme au sommet et la femme en position inférieure. Ce paramètre, souligne Sarah avec prudence, fait partie des codes culturels que l'on a intégrés. Dans la société kanak, les hommes prennent les décisions, ils ont la parole, on les terre, donnent leur nom aux enfants. La femme, quant à elle, semble être dépourvue d'indépendance, de moyens de s'assumer. Elle trouve alors un moyen de s'émanciper en exerçant une activité professionnelle dans le monde occidental qu'elle côtoie et qui lui confère une certaine liberté d'agir à l'abri des jugements et des conséquences des jugements de la communauté. Merci Sarah Louépak d'avoir partagé ton avis. Laurie Oumouni, dans notre 5e édition, avait quant à elle défini le patriarcat comme un système qui met les hommes à la tête de tout, au niveau familial, au niveau des institutions. Une façon de vivre où femmes et hommes intègrent que la prise de responsabilité et de décision est du ressort des hommes. Une acceptation commune, héritée d'antan, que l'on reproduit au fil des époques. Est-ce que sa définition s'applique à la société kanak? Découvrons ensemble son avis. Pensez-vous que la société kanak soit patriarcale? De l'extérieur, effectivement, la société kanak peut sembler patriarcale. C'est ce que certaines personnes pensent, notamment dans notre société. Moi-même, j'ai fait partie aussi de ces personnes, je m'en cache pas, de dire que effectivement, l'homme décide de tout, l'homme a tous les pouvoirs et la femme est reléguée au champ de la cuisine, les enfants, le champ, et l'homme décide de tout et fait subir ça à la femme. Alors que
Aujourd'hui, maintenant que je suis mariée avec un Kanak, maintenant que je participe à cette culture, on se rend compte que la femme a toute sa place en fait. La femme a toute sa place dans le quotidien, que ce soit dans les coutumes, que ce soit dans les décisions à prendre. Même si ce n'est pas la femme qui est mise en avant, elle est reconnue. Ces décisions sont clairement reconnues. Parce que parfois, je prends l'exemple de ma famille où parfois les hommes ont décidé quelque chose, mais avant de actionner en fait ces décisions, eh bien ils demandent l'avis des femmes, de toutes les femmes de la maison. Parce que chacune a peut-être une façon différente de penser, une façon d'interpréter les choses différemment. C'est cette capacité à prendre en compte les avis de tout le monde, à partager, à échanger et à trouver le meilleur consensus qui représente clairement en fait cette société kanak. Et peut-être que de l'extérieur ça ne se voit pas et souvent les gens se représentent cette culture kanak uniquement à travers le sénat coutumier en se disant il y a que des hommes donc forcément c'est une société patriarcale. Mais on pourrait dire la même chose de la France. La France a toujours mis des hommes au pouvoir jusqu'à ce que ça leur soit imposé, c'est-à-dire que avant c'était uniquement les hommes qui prenaient des décisions. Donc laquelle des sociétés est la plus patriarcale des deux? C'est des vraies questions à se poser. Aujourd'hui, la société française, le patriarcat est peut-être éteint ou dilué avec cette volonté de mettre des listes paritaires. Et aujourd'hui, au Sénat coutumier, il y a une volonté des sénateurs de mettre les femmes aussi en valeur. Mais c'est simplement visuel. C'est une volonté de montrer que effectivement les femmes ont toute leur place au sein de la société kanak. Mais pour celles qui vivent au cœur de cette culture, elles savent très bien qu'elles ont leur place. C'est simplement que la culture kanak est très organisée. Il y a des strates. Mais finalement, c'est ensemble qu'on se porte. Je prends par exemple le mariage. Un mariage, c'est une vraie organisation. C'est toute une tribu qui va accueillir d'autres clans, qui va accueillir d'autres familles, qui va accueillir les tontons du marié, qui va accueillir ses sœurs. Mais les sœurs, elles sont mariées à d'autres clans. La famille de la mariée, qui arrive, elle, avec son clan. Et c'est tous ces liens-là qui vont être créés autour de ce mariage. Si on revient à l'organisation de la tribu pour accueillir tous ces clans, toutes ces familles qui vont arriver, il y a des chefs d'orchestre pour chaque poste. Il y a le chef de la cuisine, il y a le chef des fritures, il y a le chef du cambuse, de la réserve, des bougnats qu'il y aura à faire. Il y a toute cette organisation qui fait que on arrive à s'y retrouver parce que on a chacun on est tous valorisés à notre propre poste. Et je vois par exemple les mamans, on va s'occuper d'éplucher les légumes, on va s'occuper d'éplucher les ignames, on va s'occuper de préparer les salades. Et les garçons, eux, ils vont s'occuper de la viande, ils vont s'occuper de tuer les animaux, le bœuf, les cochons, ils vont s'occuper de les découper, ils vont s'occuper de les faire cuire, il y a le bois à aller chercher, ils vont s'occuper de porter les objets lourds, toutes les coutumes qui arrivent, c'est les garçons qui vont s'occuper de tout ça. Ils vont aller chercher les ignames, toutes les balles de riz, les balles de sucre, ça pèse tout ça. C'est pas les mamans qui vont le faire. C'est des travaux pénibles et donc tout ça c'est les hommes qui s'en occupent. Après on a les jeunes filles, leur place c'est vraiment s'occuper du service, s'occuper de la vaisselle. Après les coutumes, quand il y a les présentations de table, il y a un chef qui va s'occuper de ça. Il y a un garçon qui va s'occuper de faire le petit geste pour présenter la table et pour remercier les gens d'être venus partager ce petit repas que le marié présente. Quand il y a les coutumes et qu'il y a l'accueil des familles, alors il y a la famille du garçon, il y a le papa, mais il n'y a pas que le papa. Les mamans sont présentes aussi. Elles ne font pas que aller couper des légumes. Les mamans, les anciennes, sont présentes à écouter les paroles que les vieux y transmettent et puis à accueillir aussi la famille. Parce que une maison, c'est tenu par les mamans. Et donc forcément, lorsqu'il y a un accueil qui se fait sans la maman, ça n'a plus la même symbolique. C'est pas la même chose. Le papa va donner la parole, mais le geste, l'accueil, le cœur, c'est la maman. Donc c'est tout un sens en fait. Moi je l'ai appris au fur et à mesure avec le temps et je remercie ma belle famille parce que finalement on m'a pas imposé les choses, on m'a simplement invité, on m'a tendu cette main. On parle beaucoup de main tendue et là cette main tendue effectivement moi je l'ai saisie et je participe, je partage. C'est un échange dans cette richesse en fait. Moi je l'acquiers et ça va me permettre plus tard de transmettre à mes enfants. Mais ce que j'aime c'est que dans cette culture kanak, il y a personne au-dessus des autres. On a tous un travail à faire, mais on a un objectif, c'est que le mariage se passe bien. Et on y arrive ensemble. Alors après ce bel exemple donc sur le mariage, est-ce que vous pensez que le patriarcat est lié
à la colonisation. Complètement. Je pense que c'est indissociable en fait de la colonisation. Parce que finalement, ce mode de vie qu'on a aujourd'hui, et je dis on parce qu'on le vit, je donnais tout à l'heure l'exemple du mariage, ça c'est une façon de fonctionner qui a toujours existé en fait. On s'est peut-être adapté à certaines choses, mais finalement la société moderne, qui a évolué en parallèle de la société kanak, elle est beaucoup plus marquée par ce patriarcat. Elle est beaucoup plus marquée parce que quand on voit que seuls les hommes sont compétents sur certains postes, seuls certains hommes méritent finalement certains postes en qualité de chef, en qualité de leader, alors que les femmes, elles ont tout autant les compétences pour assumer ces postes. Et bien dans la société moderne, c'est très marqué. Cette différence, en fait, ce fossé, il est creusé et il se creuse de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que la majeure partie des femmes qui vivent dans ces sociétés modernes se disent non mais il y a un moment, faut arrêter quoi. Mais finalement, humainement parlant, on est tous pareils. Mais c'est simplement que, un jour, les hommes ont décidé d'être au-dessus des femmes. En particulier dans la société moderne. Mais dans la société kanak, même si ce n'est pas visible, finalement, la femme a toujours eu sa place. Parce que la femme, c'est celle qui enfante, donc qui permet à l'homme d'avoir une descendance, qui permet à un clan de continuer à vivre, continuer à exister. La femme, c'est aussi celle qui fait ce lien entre les clans. Lorsque un enfant naît, eh ben, il a 2 clans. Enfin, il est reconnu, il appartient au clan du papa, mais le clan de la maman est celui qui apporte le souffle de vie. Donc, ils sont forcément liés, tous les deux. Et le lien qui est au cœur et ce qui est au cœur de ce lien, de cette passerelle, c'est la maman, c'est la femme. Et ce lien, il est jamais mis sous silence, que ce soit dans les coutumes ou que ce soit dans le quotidien, dans la vie au quotidien. Je pense qu'on a tout à apprendre de la culture kanak. Elle pourrait être un bel exemple de société égalitaire, finalement, où chacun a sa place, mais chacun est important. Et donc, ensemble, on forme cette société qui peut aller loin. Ça se prouve aujourd'hui encore, tout simplement parce que même après plus de 168 ans de colonisation, cette société existe toujours. Cette culture existe toujours. Cette façon de vivre existe toujours. Les valeurs qu'elle porte existent toujours. Le respect, l'humilité, ça se voit dans le quotidien. Même dans la construction des cases. Quand on se baisse pour entrer dans une case, c'est pas un geste anodin. Et c'est ça qu'on peut aussi apprécier dans la culture kanak, c'est que tout est transmis de façon métaphorique, j'ai envie de dire, par symbole. Donc le symbole de s'abaisser quand on entre dans une case, c'est ce premier symbole de respect et d'humilité envers les personnes qui vont t'accueillir. Voilà, il y a tout le reste. On parle, on participe à tout finalement. Et puis il y a aussi ce remerciement qui est fait et qui montre que quand on est accueilli tout entier. Qu'on soit différent ou qu'on appartienne à cette société, cette culture kanak, eh bien, on est accepté tout entier. Et je vais prendre encore mon exemple, je suis désolée. Non, mais Durant tout mon interview, c'était ça, mais je prends encore mon exemple où quand je me suis mariée, et pourtant j'ai de la famille kanak dans ma famille, j'ai des liens aussi avec la culture kanak. On m'a dit tu ne vas pas essayer de t'adapter à notre culture, tu viens avec ta culture wallisienne et nous on t'accepte comme tu es, tel quel. Tu as vécu dans la culture wallisienne, eh bien nous on accepte ta culture parce que elle va peut-être nous enrichir aussi. Elle va peut-être nous apporter plus et nous aussi, on va te montrer comment notre culture elle fonctionne parce que peut-être que ça va t'enrichir toi aussi. C'est un merveilleux échange. Je pense qu'on a tout à gagner à préserver aussi cette façon de vivre et ça passe par plein de leviers. Ça passe par la langue, ça passe par les transmissions orales, écrites qu'on pourrait faire, ça passe par la construction de cases, parce que même la construction de cases, c'est pas anodin. Chacun a son rôle à jouer, au même titre que dans les mariages. Et je pense qu'on pourrait en dire beaucoup. Et ce sont des choses à préserver, clairement. Eh bien, auparavant, Laurie considérait la société kanak comme une société patriarcale. Mais ça, c'était avant son mariage avec un kanak. Pour elle, la société kanak est très organisée et chaque rôle a son importance, celui des femmes notamment. Les femmes sont consultées sur tous les sujets au sein d'une famille, au sein d'un clan. Elle illustre son propos en parlant de l'organisation d'un mariage. Pour elle, ce sont les regards extérieurs qui pensent que la société kanak est patriarcale, car les femmes ne sont pas mises en avant, mais elles ont pourtant une place importante et ça, les femmes qui vivent cette culture le savent.
Le modèle français n'est pas à envier, elle souligne que celui-ci est profondément patriarcal, un caractère qui se dilue par l'imposition de lois pour assurer égalité et parité au sein de la société française. Merci Laurie Oumouni d'avoir partagé ton avis. Chacun a une place importante dans la société kanak. C'est vrai, je suis d'accord avec Laurie. La société kanak est patriarcale, je suis aussi d'accord avec Sarah. Mais que fait-on de ces définitions qui semblent s'opposer? La société kanak est patriarcale, mais ce patriarcat serait-il différent du patriarcat occidental puisqu'il semble apporter équilibre et égalité? Hélène Nicolas, maîtresse de conférences en anthropologie à Paris, a effectué une recherche dans les archives des missionnaires et à partir d'entretiens de mémoire orale à l'IFO sur la période de 1842, donc à l'arrivée des premiers missionnaires, et 1900 environ, elle démontre que la société kanak était une société à tendance patriarcale, mais que la colonisation, notamment la religion, a renforcé ce patriarcat par l'imposition de plusieurs codes dont les femmes ont été les premières affectées. Cela fait écho avec la définition que donne Julieta Paredes, féministe latino-américaine de Bolivie, qui dit ceci. Nous devons reconnaître qu'il existait historiquement un lien patriarcal entre le patriarcat précolonial et le patriarcat occidental. Pour comprendre ce lien historique entre intérêts patriarcaux, revenir sur la dénonciation du genre pour le décoloniser peut être utile. Des relations injustes entre les hommes et les femmes ici dans notre pays, il y en a eu aussi avant la colonie. Le patriarcat n'est pas seulement un héritage colonial, il y a aussi un patriarcat et un machisme bolivien, autochtone et populaire. Finalement, la violence, voilà ce que l'on dénonce en cherchant à définir le patriarcat. La violence dont nous sommes victimes, nous les femmes, mais aussi les hommes, comme Bell Hooks, auteure afro-américaine, le décrit si bien. En parlant de Bell Hooks, passons à la deuxième partie de cette émission. On retrouve la chronique littéraire, la lecture d'Anaïs. Bonjour! Cette semaine, je vous propose de continuer notre exploration des travaux de l'auteure noire américaine Bell Hooks avec un résumé du chapitre Racisme et féminisme, la question de la responsabilité, qui fait partie du livre qu'elle a intitulé Ne suis-je pas une femme? Femme noire et féminisme. Nous reviendrons sur ce livre plus tard et j'aurai l'occasion de vous le présenter dans son ensemble. Pour l'heure, ce qu'il y a à savoir, c'est que cette traduction française a été publiée chez les éditions Cambourakis en 2015, mais la version originale date de 1982. C'est donc un vieux texte, mais il reste à ce jour un texte fondamental de la pensée féministe états-unienne. Dans ce chapitre, Bell Hooks déconstruit l'idée qu'une sororité ou solidarité politique entre les femmes et féministes états-uniennes a toujours existé en analysant le racisme dont faisaient preuve les femmes et féministes blanches états-uniennes au XIXe et XXe siècle, ainsi que les raisons historiques pour ce racisme. À ce stade, il me paraît important de noter qu'en France, ainsi qu'au pays, il arrive qu'on s'imagine que le racisme est une invention états-unienne, ou en tout cas qui trouve ses formes les plus violentes aux États-Unis. Souvent, cette logique est utilisée pour évacuer l'existence de racisme en France et dans les colonies françaises. Je rappelle qu'au XIXe et XXe siècle, la période sur laquelle nous nous penchons dans cette chronique de Bell Hooks, en Kanaki-Nouvelle-Calédonie, la France avait établi le Code de l'indigénat qui ne prit fin qu'en 1946. Il convient donc de comprendre le racisme et la suprématie blanche aux États-Unis comme faisant partie d'une cartographie des racismes dans le monde plutôt que comme un point de départ du racisme. De même, bien qu'il y ait de vastes différences historiques, politiques et sociales, il existe tout de même des similitudes entre le récit de Bell Hooks sur le racisme des femmes blanches envers les femmes noires aux États-Unis et le contexte pays, et ce notamment dans la critique qu'elle fait de l'éducation. En effet, Bell Hooks part du constat que, et je la cite, la compréhension qu'ont les femmes états-uniennes du racisme comme outil politique du colonialisme et de l'impérialisme est très limitée. Fin de citation. Elle observe que les femmes états-uniennes, toutes races confondues, ne pensent le racisme que comme un phénomène de haine raciale plutôt que comme idéologie politique. Cependant, elle note que cette ignorance n'est pas inhérente aux femmes, mais reflète plutôt le degré d'oppression des femmes. Elle mentionne notamment l'éducation scolaire qui nourrit cette ignorance. Elle écrit « Aucun livre d'histoire utilisé dans les écoles publiques ne nous a jamais informés de l'impérialisme racial.
À la place, on nous servait des conceptions romantiques du nouveau monde et du rêve américain, les États-Unis comme le grand melting pot où toutes les races ne font plus qu'une. Fin de citation. Pour Bell Hooks, les femmes états-uniennes ont été éduquées, endoctrinées même, à accepter une version de l'histoire états-unienne qui a été créée dans le but de maintenir l'impérialisme racial sous la forme de la suprématie blanche et l'impérialisme sexuel sous la forme du patriarcat. Elle critique le fait que l'école enseignait à des enfants noirs à adhérer, à encourager et à admirer un système qui les opprimait. Selon Bell Hooks, en enseignant une histoire romantique des États-Unis plutôt que son histoire coloniale et raciste, l'école plante dans l'esprit des enfants la graine de l'impérialisme racial qui les garde pour toujours en état de servitude. À partir de ce constat-là, Bell Hooks démontre que le mouvement féministe composé en majorité de femmes blanches de classe moyenne et supérieure ayant fait des études à l'université, bien qu'elles exigeaient une transformation de la société et une révolution sociale, n'avait pas remis en question l'endoctrinement raciste et sexiste, qui leur avait appris à considérer les femmes qui ne leur ressemblaient pas comme des autres. Les autres avec un A majuscule. Ainsi, même si elle parlait de sororité, celle-ci n'existait pas. Bell Hooks écrit « Si seulement les femmes blanches à l'origine du mouvement féministe contemporain avaient été ne serait-ce qu'un tout petit peu conscientes des politiques raciales au cœur de l'histoire des États-Unis, elles auraient su que pour dépasser les frontières qui séparent les femmes les unes des autres, il fallait se confronter à la réalité du racisme. Pas seulement au racisme vu comme un mal général de la société, mais à la haine raciale qu'elles-mêmes pouvaient abriter secrètement dans leurs propres esprits. Malgré la prépondérance du régime patriarcal dans la société états-unienne, le point de départ de la colonisation de l'Amérique est l'impérialisme racial, pas l'impérialisme sexuel. Aucun lien patriarcal d'aucune sorte entre les colons blancs et les hommes natifs américains n'a pu éclipser l'impérialisme blanc. Le racisme l'a emporté sur les alliances de sexe, aussi bien dans les interactions du monde blanc avec les natifs américains et natives américaines qu'avec les Africains américains et Africaines américaines. De même que le racisme a éclipsé tous les liens possibles sur la base du sexe entre les femmes noires et les femmes blanches. Fin de citation. Donc, de fait, aux États-Unis, on peut constater que le statut social des femmes noires et des femmes blanches n'a jamais été le même. C'est-à-dire qu'au XIXe et XXe siècle, il y avait peu de similitudes dans leurs expériences de vie. Bell Hooks explique que bien que ces deux groupes aient été victimes du sexisme, les femmes noires étaient, en tant que victimes du racisme, sujettes à des oppressions qu'aucune femme blanche n'était forcée de subir. En réalité, l'impérialisme racial blanc garantissait à toutes les femmes blanches, toutes victimes qu'elles étaient de l'oppression sexiste, le droit d'endosser le rôle de l'oppresseur dans leurs relations avec les femmes et les hommes noirs. Fin de citation. Bell Hooks montre comme les féministes blanches refusaient d'être tenues pour responsables de l'oppression raciste en accusant les hommes blancs comme seuls bénéficiaires et reproducteurs du système. Cependant, elle refuse cette explication en démontrant comme les suffragettes blanches, par exemple, n'étaient pas d'accord avec le fait que les hommes noirs aient le droit de vote avant elles. D'ailleurs, elle dit que les sentiments anti-noirs parmi les membres d'associations de femmes blanches étaient beaucoup plus forts que parmi les membres d'associations d'hommes blancs. Et cela pouvait notamment s'expliquer par le fait que le statut social des femmes blanches était dépendant du maintien de l'apartheid racial. Les mêmes constatations peuvent être faites dans le domaine du travail, où les femmes blanches ne voulaient pas travailler avec des femmes noires, et les femmes noires étaient moins payées que les femmes blanches pour des tâches plus pénibles. Les femmes bourgeoises blanches capitalistes voyaient le travail comme libérateur, mais cette vision n'a pas de sens pour les femmes qui sont exploitées au travail. C'est ce racisme et ce classisme qui a conduit la majorité des femmes noires à être suspicieuses du mouvement féministe. En effet, même si, et ici je cite, le féminisme en tant qu'idéologie politique prônant l'égalité sociale pour toutes les femmes était et est toujours accepté par de nombreuses femmes noires, ces dernières lui ont tourné le dos lorsqu'il est devenu évident que les femmes blanches éduquées de classe moyenne et supérieure étaient déterminées à façonner le mouvement afin qu'il serve leurs propres intérêts. Fin de citation. Donc pour finir cette chronique, je voudrais lire les derniers paragraphes du chapitre qui me semblent assez forts. Je cite: La résolution du conflit entre les femmes blanches et noires ne pourra commencer tant que les femmes n'auront pas reconnu qu'un mouvement féministe qui est également raciste et classiste n'est rien d'autre qu'une imposture, qui masque l'asservissement ininterrompu des femmes aux principes patriarco-matérialistes et l'acceptation passive du statu quo.
La sororité dont nous avons besoin pour la révolution féministe ne pourra être atteinte que lorsque toutes les femmes en auront fini avec l'hostilité, la jalousie et la compétition les unes avec les autres, qui nous ont maintenus vulnérables, faibles et incapables d'imaginer de nouvelles réalités. Cette sororité ne peut être forgée par de simples paroles. Elle sera le résultat d'une croissance et de changements continus. C'est un but à atteindre, un processus de devenir. Ce processus commence par l'action, par le refus de chaque femme d'accepter les mythes, les stéréotypes et les fausses théories qui nient ce qui nous unit, notre expérience humaine commune, qui nient notre capacité à faire l'expérience de l'unité de toute vie, qui nient notre capacité à combler les fossés créés par le racisme, le sexisme ou le classisme, qui nient notre capacité à changer. Ce processus commence par la reconnaissance que les femmes états-uniennes, sans exception, sont conditionnées à être racistes, classistes et sexistes à différents degrés, en nous autoproclamer féministes ne nous exempte pas du travail qui consiste à se débarrasser de cet héritage de socialisation négative. Si les femmes veulent une révolution féministe, et notre monde est un monde qui a désespérément besoin de cette révolution féministe, alors nous devons prendre la responsabilité d'unir les femmes sur la base d'une solidarité politique. Cela signifie que nous devons prendre notre responsabilité dans l'élimination de toutes les forces qui séparent les femmes. Le racisme est une de ces forces. Les femmes, toutes les femmes, sont responsables du racisme qui nous divise constamment. Notre volonté de prendre notre part à la lutte contre le racisme ne doit pas trouver sa source dans des sentiments de culpabilité, de responsabilité morale, de victimisation ou de rage. Elle doit naître d'un désir sincère de sororité et d'une prise de conscience personnelle et intellectuelle que le racisme entre les femmes affaiblit le potentiel radical du féminisme. Elle doit émerger de notre compréhension que le racisme est un obstacle sur notre route qui doit être éliminé. Et les obstacles se multiplient si l'on ne fait que s'engager dans des débats infinis pour savoir qui l'a posé là. Fin de citation. Merci de votre écoute. Ce second et dernier volet consacré au patriarcat avait pour objectif de définir le patriarcat dans la société kanak, tel que ressenti et vécu par deux jeunes femmes du pays. Et c'est Sarah Louepak et Laurie Oumouni qui se sont prêtées à l'exercice. On les remercie encore pour leur participation à la pause décoloniale. Rendez-vous le 19 mai 2022 pour la 7e édition qui sera consacrée à la valorisation et à la promotion en ligne des productions kanak. Nous recevrons pour l'occasion 3 femmes actives de l'association et site web Présence Kanak. Merci à l'équipe de la Pause décoloniale, Stéphanie pour ses interviews, Anaïs pour sa chronique littéraire. Merci à Radio Jido pour la diffusion de notre émission qui sera podcastée sur notre chaîne YouTube et sur le site Présence Kanak. À bientôt!